conférence midi de notre cycle annuel de conférences sur la recherche. Il me fait très plaisir aujourd'hui d'accueillir notre collègue Hugo Cyr. Hugo Cyr est professeur au département des sciences juridiques de la faculté de droit et de sciences politiques de l'UQAM. Il est aussi directeur des études supérieures. C'est un spécialiste de droit constitutionnel comparé, théorie du droit. Sa présentation aujourd'hui s'intitule « Autonomie, subsidiarité et solidarité, fondement du fédéralisme coopératif ». Hugo est en tournée pan-canadienne sur ce sujet-là, alors ça nous fait très plaisir de l'entendre, de l'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci Hugo. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette gentille invitation. Je suis très content d'être ici parmi vous. Donc, pour discuter de ce thème-là, rien de mieux qu'être à Ottawa pour aborder la question. Donc, de quoi il s'agit? Essentiellement, vous vous souviendrez que le principe de fédéralisme avait été évoqué dans la jurisprudence à travers le temps. Et jusqu'au renvoi sur le rapatriement, les principes de cette nature-là, on disait, bien, à la limite, ça peut être utile pour donner une raison d'être aux conventions constitutionnelles, mais on ne leur donnait pas réellement une force autre que ça. Et graduellement, avec le temps, la Cour suprême a accordé beaucoup plus de poids à ces principes-là en disant qu'ils constituent réellement la structure, l'architecture ou les principes qui sous-tendent l'ensemble de la Constitution canadienne et qu'ils ont en fait une force normative du même type que toute autre norme constitutionnelle enchâssée. Et donc, dès lors que la Cour suprême reconnaît certains principes comme le fédéralisme, comme étant un principe enchâssé, bien, la question qui se pose de manière pratico-pratique, c'est mais qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Quelle sorte d'obligation est-ce que ça impose? Quelle sorte de conséquences juridiques qu'on doit en tirer? Et dans la présentation que je m'apprête à vous faire, ce que je vais essayer de démontrer, c'est que le principe de fédéralisme et plus récemment, on a parlé que le type de fédéralisme que l'on connaît au Canada est un fédéralisme coopératif. Cette conception du fédéralisme-là, elle est sous-tendue par trois sous-principes. Trois principes qui viennent assurer le fondement de notre fédéralisme de type coopératif que l'on connaît au Canada. Donc, l'approche que je vais emprunter, c'est une approche qui, pour qui connaît Dworkin, va se sentir à l'aise. En fait, essentiellement, il y a deux éléments. Il y a un élément de reconnaissance, donc identification de faits jusqu'à un certain point, c'est-à-dire qu'il y a des arrêts, il y a de la jurisprudence que l'on connaît. Hein. Il y a des instruments constitutionnels que l'on connaît, des textes qui sont connus, donc, il y a une pratique, il y a un ensemble d'éléments qui existent, et ce qu'il s'agit de faire, c'est d'essayer d'ordonnancer, d'organiser l'ensemble de ce corpus de données-là d'une manière qui se veut cohérente et normativement intéressante. Donc ça, il y a la deuxième couche qui est celle de dire, parmi les façons d'organiser toutes ces données-là, nous allons choisir celle qui nous apparaît normativement intéressante. Et c'est donc sous ce critère-là, c'est ce critère qui nous permet de donner une cohérence et un choix de type de cohérence que l'on a adopté. Donc, je vous dirais, les trois sous-principes qui seront abordés, ce sont l'autonomie, ensuite le principe de subsidiarité et troisièmement, le principe de solidarité. J'admets d'emblée que l'ordre de la présentation de ces principes-là correspond, jusqu'à un certain point, au niveau de reconnaissance actuel de ces principes-là dans la pratique aujourd'hui, dans la jurisprudence canadienne et dans les instruments constitutionnels. Okay? Donc, je ne rentrerai pas dans les détails de chacune des décisions, de chacune des doctrines, mais je vais essayer de vous dire au fur et à mesure, voici où ça s'inscrit, et puis au besoin, on pourra en discuter en période de questions. Donc, le principe d'autonomie,
essentiellement, l'idée d'autonomie, hein, le terme autonomie repose sur les deux racines auto pour soi, nomos, qui se traduit en français comme étant gouvernement, loi, ordre. Donc, l'idée d'autonomie, c'est se donner à soi-même un gouvernement, se donner à soi-même un ordre normatif, se donner à soi-même capacité de se gouverner. Le système constitutionnel canadien reconnaît que tant le palier fédéral que les provinces sont des paliers qui sont autonomes. Dit autrement, on reconnaît que le système fédéral canadien est véritablement une fédération. Qu'est-ce que je veux dire par véritablement une fédération? C'est on peut opposer le système canadien à un système confédéral où les États, essentiellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils délégueraient à un centre l'exercice de certains pouvoirs. Donc, le centre serait en quelque sorte un subordonné des États. Ce serait une forme le produit d'une délégation au centre. Ce n'est pas la situation canadienne, qui serait un modèle confédéral. Et ce n'est pas non plus un État hautement décentralisé, un État unitaire hautement décentralisé où le centre détient les pouvoirs premiers et les délègue aux provinces, par exemple. Ça, c'est un modèle hautement... c'est le modèle de l'État unitaire où on aurait décentralisé des pouvoirs. Ce n'est donc ni la Confédération, ni l'État unitaire hautement décentralisé, c'est réellement une fédération. Ce que ça implique, c'est que tant le centre que les provinces sont des entités autonomes qui incarnent un corps politique autonome. Et par conséquent, le principe d'autonomie vise à optimiser cette autonomie-là, cette capacité de se gouverner soi-même, de ces corps qui sont incarnés par soit les gouvernements provinciaux, soit le gouvernement central. En termes d'autonomie, il y a deux sens ou deux aspects à l'autonomie. Il y a un sens négatif et un sens positif à l'autonomie. Ce que j'appelle, moi, l'autonomie négative, c'est une forme d'autonomie qui vise à protéger la frontière de sa propre capacité de légiférer. Hein? C'est-à-dire assurer que la frontière du soi est imperméable à l'encontre d'intervention d'autrui. Hein, l'image classique, la tradition constitutionnelle qui le plus met de l'avant cet élément-là, c'est la théorie des compartiments étanches. Cette idée que chaque juridiction a une compétence exclusive sur un ensemble de sujets, et ça exclut donc la capacité d'autrui de légiférer sur ces questions-là. Notamment plusieurs au Québec, on dit, on voit là une conception comme étant la conception qui est la plus propice à assurer l'autonomie. À mon avis, c'est quelque chose qui est controversé, qui mérite d'être débattu parce que l'autre aspect de l'autonomie, c'est ce que j'appelle l'aspect positif de l'autonomie, c'est l'aspect habilitant du concept d'autonomie. Si l'autonomie vise à assurer une protection de sa sphère juridictionnelle, l'aspect habilitant, c'est l'idée de dire on a beau avoir une frontière qui nous protège, mais encore faut-il que cette frontière-là recouvre un espace intéressant de gouvernance. Et donc, l'aspect positif de l'autonomie, c'est, si on veut, la tentative d'optimiser la capacité de se gouverner soi-même. Et là, les doctrines que l'on retrouve qui favorisent l'aspect d'autonomie positive, c'est la théorie du double aspect, par exemple, où on tend à vouloir étendre la capacité tant du Parlement que des législatures de légiférer dans les sujets qui les intéressent, qui permet de gérer un ensemble de sujets complexes qui ne tombent pas facilement, hein, simplement dans une boîte ou dans l'autre. Maintenant, est-ce que c'est possible de réconcilier ces deux doctrines-là, classiques de théorie du double aspect puis la théorie des compartiments étanches? À mon avis, la réponse est oui. Si on fait appel à Jean Betts dans Bell Canada, qui tente une réconciliation de la manière suivante en disant
la théorie du double aspect existe et chacun a un pouvoir exclusif au sein de son aspect. C'est-à-dire que les aspects sont exclusifs, mais donc il y a une possibilité de double aspect, mais sur l'aspect sur lequel vous avez compétence, vous avez une compétence exclusive. Donc ça, c'est un mécanisme qui vise à optimiser la capacité de légiférer tout en conservant l'espace qui est propre à chacune des entités. Cela dit, il est vrai qu'on a eu une tendance à privilégier l'aspect positif de l'autonomie plutôt que l'aspect négatif dans la tradition constitutionnelle canadienne. Un des exemples de ça, c'est évidemment la théorie des pouvoirs ancillaires, où là, on reconnaît non seulement la capacité de légiférer à l'intérieur de sa sphère de compétences, mais on reconnaît que certaines dispositions qui débordent de notre champ de compétences peuvent tout de même être valides. Et donc, ça tend à optimiser, à maximiser l'aspect de l'autonomie positive, mais c'est une atteinte à l'aspect de l'autonomie négative. Toutefois, cette atteinte, on tente tout de même de la contraindre en disant que ce pouvoir ancillaire-là, plus que la disposition déborde de son champ de compétences légitime, plus qu'elle devra être justifiée par la nécessité. Donc, plus la disposition s'éloigne de son champ de compétences légitime, plus l'exigence de justification sera forte. Toujours est-il qu'il existe plusieurs atteintes possibles au principe d'autonomie négative des provinces qui se retrouvent dans les textes ou dans les dispositions de la Constitution canadienne. On n'a qu'à penser au pouvoir de désaveu ou de réserve du pouvoir central, quoique ces pouvoirs-là sont à toute fin pratique, ont été à toute fin pratique abandonnés. Ces principes, ces pratiques-là ont été abandonnées, entre autres pour des raisons qui sont probablement associées à l'idée du respect du principe de fédéralisme. Il y a aussi la théorie des dimensions nationales sous l'article 91, l'aspect de paix, bon ordre et gouvernement, paix, ordre et bon gouvernement. Théorie des dimensions nationales qui, en fait, j'ouvre une parenthèse, personnellement, je préfère ne pas parler de la théorie des dimensions nationales. J'ai tendance à parler plutôt de la théorie des dimensions canadiennes. Ça évite certains quiproquos sur quelle est la nation pertinente dans la discussion. Donc, dans une fédération multinationale, disons que ça évite toute controverse. Donc, disons théorie des dimensions canadiennes pour les fins de la discussion. Cette théorie-là, lorsqu'un élément est saisi par cette théorie, il faut se rappeler que ça devient, à ce moment-là, ça accorde un pouvoir plénier et exclusif au fédéral sur la question. Donc, ça retire des compétences provinciales cet aspect-là, cet élément-là, et ça l'octroie de manière permanente au Parlement fédéral. Maintenant, on a développé quand même des tests assez sévères pour justifier l'utilisation de ce pouvoir-là. Notamment, un des critères que l'on emploie, c'est celui de l'incapacité provinciale pour venir justifier l'utilisation de cette théorie-là. Il y a aussi les pouvoirs déclaratoires du Parlement fédéral, qui sont une autre atteinte à ce mécanisme ou à cette conception de l'autonomie au sens négatif. Et encore là, si on regarde la jurisprudence, même si on reconnaît que ça existe, la jurisprudence tend à vouloir restreindre de façon assez importante la capacité du Parlement fédéral de l'utiliser, ou à tout le moins de restreindre les effets d'une déclaration. Et dans la pratique, depuis les années 60, ce pouvoir-là est très, très peu utilisé. C'est un pouvoir qui a été utilisé très tôt, au moment de la construction de l'État canadien, dans ses débuts, mais par la suite, il y a une utilisation très peu fréquente. Il y a peut-être 2 ou 3 utilisations depuis les années 60 qui sont recensées. Et finalement, il y a
comme dans une fédération où on reconnaît qu'il y a la possibilité pour les deux paliers de légiférer sur un même sujet, sur un même objet, ça implique la possibilité qu'il y ait des conflits entre des lois provinciales et fédérales. Donc, ça nécessite une règle de résolution de ces conflits-là, de ces cas d'incompatibilité. Or, il existe une règle générale de suprématie de la loi fédérale sur la loi provinciale en cas d'incompatibilité. Bon, il y a un cas particulier pour la loi provinciale en matière de pension, de vieillesse, mais c'est un cas plus exceptionnel. La règle générale, c'est la suprématie de la loi fédérale. Maintenant, encore une fois, s'il s'agit d'une atteinte à l'autonomie ou à l'aspect négatif de l'autonomie provinciale, cette atteinte-là se veut ou est interprétée de manière assez restrictive, puisque le critère applicable, c'est celui suivant, c'est qu'il faut qu'il y ait une incompatibilité logique entre la loi fédérale et provinciale, ou que la loi provinciale a pour effet de nier un objectif clairement identifiable visé par la loi fédérale. Et la loi provinciale n'est pas invalide pour autant lorsqu'il y a un conflit. Hein. Elle est inopérante uniquement dans la mesure de l'incompatibilité. Pas plus, pas moins. Quand j'en parle à mes étudiants, je dis un peu, ça c'est la théorie de la belle au bois dormant. La loi, elle est encore là, elle dort. Il suffit juste que le sort soit levé pour qu'elle reprenne vie et reprenne sa forme. Hein, donc, c'est un peu ça l'idée, c'est que la loi provinciale est encore là, elle dort en attendant que la loi fédérale est incompatible. Et juste dans la mesure qu'elle est incompatible, dans toutes les situations où elle n'est pas incompatible, elle continue à s'appliquer et à être opérante, mais dans la mesure où les deux ne peuvent pas fonctionner de manière simultanée, il y a une incompatibilité. Donc, en quoi l'autonomie, le principe d'autonomie peut venir... Quels sont les liens entre le principe d'autonomie puis le principe de fédéralisme coopératif? Bien, je vais en souligner simplement deux avant de passer au deuxième principe. Le premier, c'est que l'existence factuelle d'une superposition des compétences, le fait qu'il y a une possibilité de loi fédérale et d'une loi provinciale qui soient superposées, ça crée la condition factuelle pour justifier la négociation entre les deux paliers pour en arriver à une entente. Si chacun des paliers adoptait des lois qui portaient sur des objets différents puis qu'il n'y avait pas de point de contact, il n'y aurait pas nécessairement les conditions factuelles qui feraient en sorte qu'il deviendrait nécessaire de négocier des ententes. Mais comme il y a une possibilité de superposition, hein, on crée des conditions factuelles nécessaires pour exiger une négociation. Et deuxièmement, et là c'est l'argument normatif, en quoi l'autonomie vient justifier la coopération, c'est que la coopération est le mécanisme qui permet d'optimiser l'autonomie à la fois de un et de l'autre des parties. C'est le mécanisme qui permet d'arriver à une solution optimale. Pourquoi? Parce que lorsque le Parlement et les provinces s'entendent sur une question qu'ils ont en commun, à ce moment-là, les deux parties peuvent optimiser leur capacité positive. Et comme le mécanisme qui sera adopté est adopté de consentement, il n'y a rien qui est imposé de l'extérieur. Donc, il n'y a pas l'aspect hétéronomique d'une imposition externe. Et donc, le résultat de l'entente est une optimisation à chaque fois de l'affirmation des deux parties et de leur propre capacité, sans qu'aucune des deux autres parties, sans qu'il arrive que l'autre partie impose ou s'émisse dans le champ de compétences d'autrui sans sa volonté. Donc, l'idée du fédéralisme coopératif, de cette manière-là, permet, par l'exercice de la rencontre des volontés, d'optimiser la capacité de se gouverner soi-même des deux parties. Okay. Passons maintenant au principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, dans l'affaire Spraytech,
Madame le juge Leroux-Dubé le décrit comme ça. Elle dit « Ce principe veut que le niveau de gouvernement le mieux placé pour adopter et mettre en œuvre des législations soit celui qui est le plus apte à faire non seulement sur le plan de l'efficacité, mais également parce qu'il est le plus proche des citoyens touchés et par conséquent le plus sensible à leurs besoins et aux particularités locales et à la diversité de la population. » Pourquoi ce principe-là de subsidiarité? L'idée, c'est que dans la Fédération canadienne, le partage des compétences législatives n'a pas été fait au hasard. On n'a pas dit, bon, il y a un ensemble de sujets sur lesquels on va devoir légiférer, on met ça dans un sac, puis piger au hasard. Ça, c'est à vous, ça, c'est à nous, ça, c'est à vous, ça, c'est à nous. On n'a pas fait ce mécanisme-là. Au contraire, le principe de subsidiarité pose comme hypothèse que cette division-là, elle est téléologique. Il y a un objectif, il y a un but derrière le partage des compétences, comme il a été fait. Et le principe de subsidiarité offre cette raison qui se cacherait derrière la séparation des pouvoirs telle qu'on le retrouve en 1867. C'est donc l'idée que le premier principe, c'est la proximité. On attribue en premier lieu à la proximité les compétences législatives sur un sujet. Et là, quand on parle de proximité, il faut l'entendre dans deux sens possibles. Il y a la proximité au sens territorial, mais il peut y avoir aussi proximité dans le sens de affinité. Donc, le terme proximité ne se limite pas nécessairement au sens territorial, mais il peut y avoir un sens d'affinité, donc par exemple, que ce soit pour les questions linguistiques ou autres. Okay? Donc, le principe de base, c'est on y va avec la proximité, et seulement lorsque la proximité, l'organe de proximité est incapable, donc il est incapable de gérer la question, on passe à un autre niveau pour des fins d'efficacité. Et donc, c'est important de se rappeler que c'est proximité d'abord, et en cas d'incapacité, on passe ensuite à un argument d'efficacité. Donc, c'est important de se rappeler ça. Les deux ne sont pas exactement au même niveau selon le principe de subsidiarité. C'est la première chose à se rappeler. La deuxième chose, c'est que le principe de subsidiarité, en lui-même, ne favorise pas nécessairement une concentration de pouvoir vers le haut ou une subsidiarité vers le bas. En soi, le principe n'a pas de préférence particulière dans ce sens-là. Ça peut aller tant vers le haut que tant vers le bas, soit parce que il est possible que l'élément proximité est plus clairement identifiable en haut, ou soit parce que l'élément efficacité est vers le haut, ou l'inverse. Donc, le principe lui-même ne dicte pas dans quelle direction les choses vont aller. Et je le précise parce que certains ont eu peur de l'usage de ce principe de subsidiarité-là en disant si l'on intègre le principe de subsidiarité en droit constitutionnel canadien, si on le reconnaît formellement, ça aura pour effet de centraliser les pouvoirs au centre en disant tout de suite, oups, c'est toujours plus efficace au centre. Comme si on a une conception selon laquelle le centre serait nécessairement le mécanisme le plus efficace pour gérer, réguler un enjeu. Ce qui est par ailleurs un peu curieux compte tenu de nos connaissances en administration publique où ce n'est pas tout à fait clair que c'est toujours la centralisation qui est le mécanisme le plus efficace de gestion et de gouvernance. Mais la façon d'éviter ces difficultés, c'est de se rappeler le principe de base, de dire proximité d'abord, uniquement si il y a une incapacité, on passe ensuite à l'autre palier. Ce principe-là est reconnu explicitement dans la jurisprudence. Si vous voulez voir mon texte, j'en fais un survol des situations où on en a parlé. Je ne veux pas rentrer dans le détail. C'est aussi, à mon avis, implicitement reconnu dans différentes doctrines du partage de compétences, que ce soit
la théorie des pouvoirs d'urgence du POBG ou la théorie des dimensions canadiennes, les pouvoirs fédéraux en matière de réglementation de 91.2. Comment on dit en français? Regulation of General Trade and Commerce. Le pouvoir. Ouais, trafic et échange. Donc, la terminologie, disons que comme on n'a pas de version française officielle de la loi de 1867, voilà où on en est. Donc, et ce qu'on se rend compte, c'est que les situations, essentiellement, où on a utilisé la question de subsidiarité pour l'envoyer vers le centre, dans bien des cas, c'est des situations où on voulait éviter que des provinces produisent des externalités négatives à l'encontre d'autres provinces. Donc, c'est la situation quand on dit sous le paix, ordre et bon gouvernement, dans la théorie des dimensions nationales, lorsque j'ai parlé de l'incapacité d'une province d'agir, bien, le critère, c'est pour voir est-ce que si il y a si une province ou plusieurs provinces n'agissent pas, est-ce que ça pourrait créer des externalités négatives importantes sur les autres joueurs? Donc, c'est le type de justification qu'on a invoqué pour accorder la théorie des dimensions nationales. Maintenant, comment ça s'inscrit tout ça ensemble? C'est qu'il faut prendre un pas de recul et se poser la question, le terme subsidiaire, non, je vous ai dit, il y a le principal qui est la forme qui se gouverne elle-même et qui, ensuite, en cas d'incapacité, on va voir à l'autre palier ou on va voir à l'autre palier. Mais à la base, l'idée le terme subsidium provient du latin, se référait aux troupes qui étaient là en complément aux troupes principales dans l'armée romaine. Et donc, c'est l'idée que ces troupes-là sont là pour porter assistance, pour aider, pour appuyer les troupes principales. Donc, l'image ou la théorie elle-même, c'est de dire le pouvoir de proximité, c'est le pouvoir principal, et l'autre est là en appui. Il vient assister pour qu'il puisse accomplir ses objectifs. Okay? Et donc, ça nous donne une indication sur le type de rapport qui doit exister entre le centre et les provinces. Lorsque la province est le principal, le centre, dans la mesure où il peut agir sur un certain thème, il est là comme une assistance offerte à la province. C'est son objectif. C'est le type de rôle que l'on détermine pour le centre lorsqu'on reconnaît le principe de subsidiarité. Ce qui implique, par ailleurs, que s'il y a une relation particulière entre le centre et les provinces qui est dictée par le principe de subsidiarité, ça fait en sorte que si le centre agit volontairement dans le but de nuire aux provinces, ça, c'est une négation claire et nette du principe même de subsidiarité, du principe constitutionnel de subsidiarité. Okay? Donc, et là, c'est là que je m'avance un peu, mais je vous dis, à mon avis, dans la situation du registre des armes à feu, lorsque le Parlement fédéral décide de dire « Nous, on se retire de ce projet-là », il peut le faire. Nous ne voulons plus investir de l'argent dans ce projet-là. Il peut le faire. Par contre, lorsqu'il dit « Nous allons détruire les données et nous allons refuser de transmettre ces données qui ont été obtenues en collaboration avec les provinces », là, à mon avis, c'est une violation directe du principe de subsidiarité parce que, à ce moment-là, le Parlement fédéral est en violation des raisons d'être de son action. Okay? Donc, ça, c'est un des exemples. Donc, quand je vous dis qu'on cherche à voir quels pourraient être les effets pratiques, concrets des principes constitutionnels, ça, c'en est un. Passons maintenant au dernier principe, parce que le temps file, le principe de solidarité. Eh bien, je l'admets, ce principe-là n'est pas un principe qui est
qui a été verbalisé, reconnu, nommé par la Cour suprême elle-même. C'est un principe, par contre, qui est reconnu dans la plupart des fédérations sous différents vocables, que ce soit le principe de loyauté ou de considération mutuelle. Ça se retrouve de façon soit implicite, par exemple en Allemagne, en Autriche, mais c'est aussi nommé parfois de façon très claire. C'est le cas dans la situation belge. L'Afrique du Sud, sous les dispositions sur le fédéralisme coopératif, non seulement mentionne les devoirs des uns et des autres, mais spécifie très, très clairement ce que ça implique. L'idée derrière le principe de solidarité, à la base, c'est de dire, dans une fédération, les États qui se gouvernent eux-mêmes, que ce soit le centre ou les États fédérés, ce ne sont pas des étrangers. Ce ne sont pas des États étrangers les uns aux autres. Ils ne sont pas des États étrangers. Ils sont liés par une citoyenneté commune. C'est-à-dire que la province a un lien particulier au centre et un lien particulier à ses voisins qu'elle n'a pas avec un État étranger. Donc, lorsque la province voisine a un besoin, aider la voisine, c'est aider en partie aussi une citoyenneté commune, parce qu'ils partagent la citoyenneté canadienne. Heurter un citoyen d'une autre province voisine, c'est aussi heurter un citoyen qui partage une citoyenneté commune avec nos propres citoyens. Donc, il y a un rapport qui est particulier ici et qui n'est pas non plus le même que celui d'une citoyenneté multiple. Par exemple, si quelqu'un peut être citoyen de la France et du Canada à la fois, la différence, c'est que dans la fédération, ces entités-là sont liées par un ensemble de liens constitutionnels internes à leur propre communauté. Donc, ce qui constitue l'État fédéré, l'ensemble des règles qui constituent l'État fédéré, est partagé avec ce qui constitue l'État central. Sur le plan constitutionnel, ce sont des règles qui sont communes, qui sont mutuelles et qui sont partagées. De ça, j'avance que découle une série de conséquences normatives. Il y a évidemment des situations, ce que j'appelle, moi, l'aspect habilitant de la fonction de solidarité. Et donc, il y a la capacité d'agir aux besoins pour aider autrui, hein, ce qui se fait de façon, qui peut se faire de façon volontaire. Il y a des pratiques de mise en commun, par exemple le Conseil de la Fédération. Il y a différents mécanismes qui visent à favoriser ça. Il y a l'utilisation des pouvoirs fédéraux qui visent la péréquation, donc qui a un partage, une solidarité qui est faite par la péréquation. Donc, il y a un ensemble, je ne passerai pas à travers tous les éléments habilitants du principe de solidarité qui existe, mais disons qu'il y a un ensemble d'éléments-là. Est-ce que ces éléments-là imposent une obligation? Je ne suis pas encore rendu je ne pourrais pas le dire à ce moment-ci. Est-ce qu'il y a une obligation formelle de porter assistance à autrui dans la fédération? Je ne le sais pas, je peux pas, j'ai rien sur quoi m'appuyer à ce moment-ci. Peut-être qu'on devrait reconnaître une telle obligation, mais je ne vais pas jusque-là à ce moment-ci. Par contre, il y a une fonction protectrice de la solidarité qui vise à limiter les externalités négatives qu'un acteur peut imposer à un autre acteur. Et si on regarde, par exemple, pour les provinces, le principe de territorialité des lois ou le principe ou la limitation de la capacité des provinces d'adopter des lois indirectes, ça, ce sont des exemples qui démontrent que les constituants disaient qu'il faut limiter la capacité des provinces d'imposer un fardeau aux provinces voisines. C'est un peu la même chose dans la jurisprudence sur la capacité, par exemple, de légiférer pour créer un barrage qui aurait un impact négatif sur les provinces voisines.
Et encore une fois, le Parlement fédéral est invité à intervenir à l'occasion pour assurer cette solidarité-là lorsque les provinces en elles-mêmes ne sont pas capables de le faire. Maintenant, je prétends que ça crée une obligation réelle de limitation des pouvoirs, tant du Parlement que des provinces. Et l'exemple qui existe, c'est celui qu'on peut retrouver dans l'affaire Hunt, et anciennement dans Morgard et autres, qui, sous le terme « committee » en anglais, en français, on parle de courtoisie, principe de courtoisie. À mon avis, quand on lit de façon attentive ces décisions-là, ce qu'on se rend compte, c'est que la Cour ne dit pas que les provinces, par exemple, ne peuvent pas légiférer pour déterminer les règles applicables en matière de juridiction d'une autre province, hein, de reconnaissance de décisions d'une autre province. Ce n'est pas ce qu'elles font. Dans l'affaire Hunt, comme dans la théorie de l'abus de droit, elle dit essentiellement, oui, vous avez une compétence législative là-dessus, mais si votre législation porte atteinte à l'équité, à ce moment-là, on va dire qu'elle est inapplicable à la situation. Et donc, je crois qu'à la lumière de la jurisprudence existante, on est capable de discerner une espèce de théorie de l'abus de droit ou l'abus de pouvoir en matière de fédéralisme, où on dirait tant le centre que les provinces, on ne nie pas votre capacité de légiférer, mais lorsque certaines dispositions créent certaines externalités négatives importantes, ou là on pourrait apporter le qualificatif, abusives, à ce moment-là, cette disposition-là sera inapplicable à la situation. Et encore une fois, si on revient à la situation du registre des armes à feu, le même type de principe pourrait s'appliquer. Car vous vous rappelez, dans la théorie de l'abus de droit en droit civil, on présume que vous avez des droits et donc les capacités de légiférer, et que vous allez... en droit civil, vous avez des droits, vous pouvez les exercer, mais on présume que vous les exercez de bonne foi. Et donc, il y a une exigence de bonne foi d'exercice de vos droits. C'est un peu la même chose qui découle du principe de solidarité, c'est-à-dire qu'on s'attend à un exercice de bonne foi des capacités législatives, tant du Parlement que des provinces. On a déjà cette image de l'exercice de bonne foi lorsqu'on parle de la théorie des objectifs déguisés d'une loi. On dit si c'est déguisé, on va aller voir sous le déguisement pour aller voir. Donc, à mon avis, et là je reconnais qu'il s'agit d'éléments qui sont beaucoup plus naissants, en train de se former. À mon avis, il existe une telle chose qu'un devoir de solidarité fédérale qui sous-tend l'édifice. Et je vais conclure là-dessus en disant, ces trois principes-là, la façon qu'ils fonctionnent, c'est qu'essentiellement, le principe d'autonomie vise à optimiser la capacité du soi politique à se gouverner. Reconnaît qu'il existe plus qu'un soi politique dans une fédération, que les citoyens sont partis de plus qu'un soi politique à la fois, qu'il n'y en a pas un qui est nécessairement plus légitime que l'autre. Donc là, on a identifié nos acteurs. Le principe de subsidiarité vise à préciser le rapport qu'il existe entre le centre et les provinces. Donc, c'est le lien de nature verticale, en disant qu'il y a un lien particulier. Le principe de solidarité, lui, vise les liens qui existent entre les provinces, donc un lien horizontal, et de manière complémentaire, un lien vertical aussi entre le centre et les provinces. Et l'obligation en matière de solidarité n'est pas identique au principe de subsidiarité lorsqu'on parle du lien fédéral. Je pourrais en discuter au besoin, ce qui fait en sorte que ces deux principes-là ne sont pas redondants. Et donc, à mon avis, si on veut avoir un principe fédéral solide, qui a une consistance, voici trois sous-principes qui peuvent soutenir l'ensemble de l'édifice qu'est notre fédération. Et à mon avis, il est très dangereux de faire bouger un de ces piliers-là, sinon il y a un risque que l'ensemble de l'édifice s'écroule.
Merci beaucoup. Alors, merci Hugo. On va prendre les questions. Je vous invite à parler fort lors des questions pour des raisons d'enregistrement vidéo. Alors, voilà. Ghislain. Bonjour, merci. Vous avez abordé des aspects du fédéralisme canadien qui sont en pleine ébullition. Ça bouge énormément sur ce front-là. C'est je pense, un des domaines du droit public canadien qui bouge actuellement le plus après des années de relative tranquillité, ce domaine du partage de compétences. Moi, j'aurais d'abord une remarque à faire sur la vie concrète du principe de subsidiarité. Vous avez dit qu'il est reconnu par les tribunaux, mais moi, je peux vous dire que sur le terrain, actuellement, ce n'est pas du tout l'esprit des protagonistes, notamment du Parlement, du gouvernement fédéral. Il y a beaucoup de municipalités qui font des efforts inouïs pour régler des problèmes tout à fait locaux en matière environnementale et qui se font harceler par le fédéral qui prétend avoir des compétences exclusives. Moi, je suis actif dans des dossiers où on a des petits plans d'eau locaux qui ont des problèmes de cyanobactéries importants. Et puis, il faut intervenir sur les lacs, il faut réglementer la circulation des embarcations. Et les seuls aptes à le faire correctement, ce sont les municipalités, parce qu'elles contrôlent à la fois les activités riveraines et potentiellement, si elles pouvaient aller sur l'eau, ça leur permettrait d'avoir des politiques complètes. Puis ils se font littéralement harceler par le fédéral, alors que s'il y a un domaine où le principe de subsidiarité, de proximité et même d'efficacité devrait jouer à fond en faveur des pouvoirs locaux, ce n'est pas encore accepté, pas du tout en tout cas sur le terrain, dans beaucoup de dossiers. Donc il y a encore énormément de travail à faire pour faire accepter par les acteurs du fédéralisme canadien le principe de subsidiarité. Mais ça, c'était ma remarque principale. J'ai deux questions. Elles portent toutes les deux sur l'effet du principe de subsidiarité ou de solidarité, à votre avis, sur la manière dont le fédéral peut faire jouer le principe de prépondérance fédérale en cas de... Donc, la manière dont le fédéral peut manipuler les principes de conflit de loi. Par exemple, dans un cas concret, je suis actif, on a une position du gouvernement canadien qui prétend qu'il peut décréter par un coup de baguette magique le principe de prépondérance fédérale, simplement en disant, voici, moi je veux bumper la province, je veux simplement, je ne veux pas avoir la province en fait, sans avoir à justifier. Vous avez posé un test très précis, j'aimerais que vous reveniez sur le test du conflit d'objet parce qu'il est très précis et puis il est beaucoup plus contraignant pour le fédéral que ce que le fédéral est prêt à admettre dans les dossiers. Est-ce qu'autrement dit, le fédéral peut décréter un conflit d'intention ou d'objet simplement en disant, ben voici, j'affirme l'exclusivité de ma norme, point à la ligne, sans devoir se justifier. Deuxième question, est-ce que le fédéral peut aller plus loin et créer un conflit opérationnel en pénalisant les autorités provinciales pour avoir exercé une compétence valide selon la théorie soit du double aspect, soit des pouvoirs accessoires? Parce que c'est une prétention que le fédéral fait dans un dossier actuellement. Il prétend qu'il y a des dispositions pénales dans une loi fédérale qui interdit aux municipalités de légiférer dans un domaine sous peine de sanctions pénales des maires, des conseillers et des fonctionnaires. Voilà. Okay. Est-ce que ce n'est pas du fédéralisme répressif plutôt que du fédéralisme coopératif? Ce dont je vous ai parlé, c'est à partir du produit judiciaire, à partir du discours de la Cour suprême. Maintenant, ce discours-là n'apparaît pas à l'extérieur de tout, n'est pas une pure abstraction qui apparaît par hasard, de façon déconnectée des réalités politiques dans lesquelles ça se trouve. C'est en fait, c'est assez clair que ces développements-là sont le fruit d'une réaction à une certaine attitude politique. Si on regarde, j'ai comme hypothèse, je ne peux pas la démontrer, mais j'ai comme hypothèse, moi, que la Cour, de manière générale, ce qu'elle tend à faire, c'est de dire, laissons les joueurs s'entendre entre eux. S'ils trouvent un arrangement, nous, on n'a pas à s'en mêler, on n'intervient pas. De toute façon, on n'a pas le pouvoir d'initiative, hein, donc
coopérer, entendez-vous, mais si un des joueurs commence à agir de manière unilatérale et impose ses visées à un autre joueur, il y a une certaine tendance à découvrir ou à raviver certains éléments du constitutionnalisme canadien pour protéger la partie qui aurait été autrement exclue. Donc, c'est un peu, à mon avis, une des façons de comprendre le renvoi sur la Cour suprême. Il y a cet élément-là. Parce que, ultimement, si on regarde la Cour suprême, le renvoi, il vient garantir au Québec 3 sièges. Il vient établir certaines conditions. Donc, il vient, en quelque sorte, accorder une protection à cet acteur-là qui n'était pas clairement présente avant le renvoi. Donc, on vient octroyer une protection dans une perspective où on croit qu'un des joueurs n'a peut-être pas suivi le fédéralisme coopératif à la lettre, cet esprit-là, c'est-à-dire, on n'a pas suivi cet esprit-là. Donc, quand le Parlement semble agir en ignorant la présence d'autrui, comme en ignorant la présence de la province, tout à coup, on découvre une protection pour la province. Ça a pour effet d'affaiblir la flexibilité qui existe en termes de négociation, d'entente, parce que là, aujourd'hui, c'est plus difficile, si on voulait en arriver à une modification des modalités de la nomination des juges à la Cour suprême. Ça devient beaucoup plus compliqué que c'était avant le renvoi, hein, parce qu'on a créé cette exigence constitutionnelle-là. Mais on dirait que la Cour sent qu'elle doit le faire lorsqu'il y a un des acteurs qui semble abuser d'un pouvoir d'action unilatérale. Donc, si vous me dites, bien, on sent qu'il n'y a pas une pleine coopération actuellement dans la pratique, je vous dirais que le développement de la jurisprudence qui favorise la coopération est, à mon avis, en réaction à une pratique qui n'est pas entièrement coopérative. Donc, ça ne m'étonne pas ce que vous me dites. Hein. C'est une réaction à ce type d'éléments-là. Pour aller de façon plus précise sur la question de la prépondérance, déjà que l'on reconnaisse que le conflit, qu'il peut y avoir conflit lorsqu'une loi provinciale est incompatible avec avec l'objectif poursuivi par le Parlement fédéral, c'est déjà une ouverture assez grande, à mon avis, de la théorie de l'incompatibilité. Personnellement, je crois qu'on aurait dû s'en tenir à la théorie de l'incompatibilité logique. Maintenant, dans la pratique, le Parlement ou le gouvernement fédéral peut prétendre ce qu'il veut. Et c'est une position de négociation. Mais juridiquement, constitutionnellement, on peut zapper par une simple déclaration unilatérale d'exclusivité de sa loi en disant mon intention, moi là, si vous voulez chercher le conflit d'intention, ben, mon intention à moi, c'est d'exclure la province. Donc, il y en a un conflit d'intention. Je le décrète explicitement dans ma loi. Si on faisait une telle chose, c'est une façon de ressusciter la théorie des champs occupés, qui, par ailleurs, a été plusieurs fois rejetée par la Cour suprême. Donc, à mon avis, si le Parlement fédéral, et là, je ne veux pas donner d'opinion juridique dans un cas particulier, mais si le Parlement fédéral dit « maintenant, je peux, par cette voie-là, ressusciter la théorie des champs occupés », moi, je crois que la Cour suprême dirait non. Là, il faut pouvoir justifier une étendue qui est tout de même raisonnable à cette intention-là. En identifiant l'objectif fédéral précis. Tout à fait. Qui serait heurté par... C'est ça. Ce serait mon intuition. Tout à fait. C'est ça. Et c'est associé avec l'idée que ce pouvoir-là, s'il est utilisé de bonne foi, donc mon introduction du principe de bonne foi dans le principe de solidarité fera en sorte qu'on ne peut pas, de mauvaise foi, tenter de vouloir exclure l'autre joueur de sa sphère de compétences. Merci. Alors, vous avez mentionné l'exemple du style fédéral dans le registre des armes à feu. Je veux dire un accro au principe de subsidiarité. Et ici, pensez-vous un accro au principe de solidarité.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Parce qu'à mon avis, c'est encore là un bon exemple d'un usage de mauvaise foi. Et là, quand je dis de mauvaise foi, je pèse mes mots parce qu'il est mis en preuve que l'intention, en déposant ce projet de loi, était de s'assurer que les provinces ne remettraient pas en place un registre. Et ça c'est dans le dossier lui-même. Le juge de la Cour supérieure cite des passages du ministre qui a présenté le projet de loi là-dessus. Donc, là, c'est une situation assez claire, à mon avis, effectivement. Oui. Merci pour la présentation. Je peux revenir aux commentaires faits par le professeur Ortiz concernant l'utilisation du principe de subsidiarité dans les terrains. Parce que c'est vrai que la Cour suprême en a parlé, mais je ne sais pas, il emploie qu'on fait exactement dans les tribunaux de ce principe. Est-ce que, selon vous, c'est aussi dû au fait qu'on ne connaît pas assez bien, on ne maîtrise pas assez bien ce principe? Parce que, bon, c'est un principe que je pense au Canada, même si la Cour suprême dit que c'est un principe intrinsèque au fédéralisme, je pense qu'on a commencé à parler de ça au Canada seulement avec Straight Act. Un petit peu avant, quand on parlait de la subsidiarité en Europe, mais ce n'était pas quelque chose qu'au Canada on discutait vraiment de la même manière qu'on faisait en Europe. Et ensuite, avec Straight Act, bon, on a commencé au niveau académique à parler de ça, mais je ne sais pas dans quelle mesure on connaît vraiment ces principes pour l'utiliser sur le terrain. En fait, on en a discuté juste avant la présentation. Évidemment, les publicistes au Canada se sont inspirés du principe de subsidiarité avant Spraytech. On avait des gens qui en discutaient, mais c'était saupoudré ici et là dans la doctrine. C'est une doctrine qui, par ailleurs, existe dans d'autres domaines de la connaissance, dans les sciences, dans les humanités. C'est une vieille doctrine de la théorie sociale de l'Église catholique. C'est une conception particulière de la structure de la société. Moi, ce que je prétends, c'est qu'effectivement, on a commencé à la nommer, et a commencé à l'utiliser en la nommant avec Spraytech, mais un peu comme M. Séguin, qui parlait en prose sans le savoir, je crois qu'on utilisait le principe de subsidiarité sans jamais le nommer, sans s'en rendre compte. C'est pour ça que je vous parlais du pouvoir des dimensions canadiennes ou dimensions nationales, pouvoir en matière d'urgence, une série de domaines où c'est le même raisonnement qui a mené à la structuration des règles applicables dans ces contextes-là. Donc, on a la jurisprudence qui le fait avant qu'on le nomme. On a, si on regarde le partage des compétences, la liste, elle semble incarner ce principe-là aussi. Les enjeux de nature locale se trouvent accordés aux provinces. Et d'ailleurs, ça c'est un des éléments qui est un peu pas assez souvent souligné, mais il n'existe pas une, mais deux clauses résiduaires dans 91 et 92. Il y a la clause résiduaire locale dans 92 et la clause résiduaire de 91. Mais il en existe une qui dit les choses les matières locales sont attribuées aux provinces. C'est explicitement mentionné. Donc, ce que je fais, moi, c'est pour ça que je dis il y a un élément dworkinien ici. J'essaie de prendre ce qui existe déjà et j'essaie de lui donner un nom et de l'inscrire dans un récit cohérent. Donc, je ne prétends pas qu'en 1867, on le nommait, on ne le savait pas, mais je prétends que ce même principe-là peut expliquer de manière normativement intéressante notre pratique depuis plusieurs décennies. Merci, David. Oui, c'est une excellente présentation, mais je me suis demandé l'incapacité provinciale au cœur de votre théorie. Je me demande comment vous la définissez, parce que dans le cadre de l'URBAC, par exemple, pour la théorie des dimensions nationales ou canadiennes, c'est pas acquis. Hein? Brun-Tremblay
c'est pas vraiment. Alors moi, je suis préoccupé de la manière dont, Ouais. en tout cas, comment pourrait être interprété le terme d'incapacité, surtout dans les contextes environnementaux, les contextes où on veut passer des pipelines. Le Québec est très incapable de protéger son environnement, mais c'est pas toutes les provinces qui veulent faire ça. Donc, est-ce que parce que le Québec veut protéger son environnement, ben là, ça va rendre inefficace les volontés du gouvernement canadien par rapport à l'exportation du pétrole? Est-ce que là, dans un cas comme ça, la proximité doit céder le pas à l'efficacité? Donc, ça, je trouve que c'est un peu flou. Puis ça m'inquiète un peu. Donc, je me dis, je ne suis pas tellement d'accord sur le fait que la Cour ait été hyper sévère. Je pense qu'il va falloir que ça soit précisé qu'est-ce que l'incapacité provinciale. OK. Moi, sur la question de l'incapacité provinciale, un des éléments où je suis particulièrement critique, c'est que c'est facile de dire que les provinces sont incapables d'agir. Moi, je pense qu'il est nécessaire qu'il y ait un certain standard de preuve qui soit attendu. Qu'on ne puisse pas simplement dire « ben, on pense qu'ils sont incapables », qu'on doive en faire une démonstration réelle. Et ça, la jurisprudence là-dessus, elle est pas... c'est pas bien... c'est pas clair, là. Les situations, lorsqu'ils veulent bien, ils vont dire que les provinces sont incapables. Puis d'autres fois, ils vont dire, ben là, vous n'avez pas fait la démonstration d'une incapacité. Mon souvenir est bon dans l'affaire sur les valeurs mobilières. On est arrivé et on a dit, ben, vous pouvez bien dire que les provinces sont incapables, là, mais vous n'avez pas fait une démonstration adéquate de l'incapacité des provinces d'agir. Moi, je pense que pour maintenir le principe fédéral de façon saine, il faut s'assurer d'exiger un standard de preuve assez élevé pour cette incapacité-là. Donc, ce que je vous dis, je vous présente un plan, une façon de le structurer. Je ne vous dis pas que tout est déjà ficelé. Il y a du travail à continuer à faire, mais moi, je pense que si on pousse dans cette direction-là, on peut en arriver à quelque chose qui est satisfaisant avec ce qu'on a déjà. On peut, comme je vous dis, dans le renvoi sur les valeurs mobilières, on a été beaucoup plus exigeant jusqu'à un certain point en termes de démonstration qu'on l'a été dans d'autres affaires. Et ça, c'est notamment une des craintes lorsqu'on parle d'incapacité provinciale, c'est de dire, ben, est-ce que la Cour, elle va simplement l'utiliser comme un outil rhétorique ou elle va réellement exiger une démonstration? Et là, ça repose en partie sur les épaules des plaideurs et des avocats qui doivent exiger devant les tribunaux, dire, écoutez, il faut faire la démonstration, il n'y a pas de démonstration. Et donc là, on verra comment la jurisprudence va évoluer. J'aurais une deuxième question. J'ai trouvé très intéressant votre lecture de la subsidiarité dans le sens que le pouvoir de proximité, c'est le pouvoir principal, et le sens, c'est subsidiaire. Ça vient en assistance à la province, ça me plaît beaucoup. Oui, c'est ça. Mais ça, est-ce que ça n'appelle pas à un abandon? C'est un peu révolutionnaire, mais à un abandon, ou du moins à une relecture de la doctrine de la prépondérance fédérale? Parce que ça, c'est une interprétation du paragraphe introductif de l'article 91. Mais c'est pas ici clairement que lorsque deux lois sont en conflit, il devrait toujours y avoir prépondérance fédérale. Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ça. Puis, j'ai vu la lumière dans ce que vous avez dit, parce que si les provinces sont au pouvoir de proximité, ça veut dire qu'on appelle à une réévaluation, une reconsidération de la doctrine de la prépondérance fédérale. Quand quelqu'un me dit « j'ai vu de la lumière dans ce que vous avez dit », ça me fait toujours un peu peur. Soit que c'était éclairant, ou vous me dites que j'étais un illuminé. J'espère que... disons que la structure telle que je l'offre, elle peut être développée dans différents sens. Le contre-pied, est-ce que vous me dites, ça pourrait être de dire, bien, le principe de subsidiarité présuppose que celui qui est le subsidium, celui qui en appointe, comme il n'agit uniquement lorsque c'est nécessaire, ça justifie qu'il puisse avoir prépondérance parce que son action avait été jugée nécessaire. Hein? Donc, ça, c'est le contre-argument. Je ne vous dis pas que je suis d'accord avec un ou l'autre, mais le contre-argument qu'on pourrait dire, c'est comme on lui reconnaît une compétence
que lorsque c'est nécessaire. Si c'était nécessaire qu'il agisse, ben, ça justifierait qu'il... L'autre argument possible, c'est de dire que, comme j'ai précisé plus tôt, le soi politique, ça varie. Par exemple, en matière de droit criminel, on peut considérer que la communauté politique de référence, c'est la communauté pan-canadienne. Pourquoi? C'est un choix arbitraire qu'on a fait en 1867. Aux États-Unis, on a même plus de pénal aux États. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc, Mais c'est parce que je suis d'accord, c'est que ce qui est identitaire et ce qui est fonctionnel, ce n'est pas une propriété qui est propre à la nature de l'objet. C'est selon ce qu'on lui attribue comme signification. Je vais vous donner un exemple très, très, très précis. J'ai cette discussion-là avec Jean Leclerc à un certain moment donné, parce que lui, il disait, ben là, si tout est national, on va dire que même les tournevis, c'est national. Et ma réponse, c'est, ça peut l'être tout à fait, parce que pensons simplement aux tournevis, les Robertson versus les, je ne connais pas, Phillips. C'est une question nationale. C'est une question de nationalisme Canada-États-Unis. C'est une question de nationalisme Canada-États-Unis. Ah oui. Donc, c'est pas ça peut être vu purement fonctionnel, mais il y a un nationalisme canadien contre États-Unis qui est associé au type de vice qu'on utilise. Comme en 1867, il y avait des préjugés sur le droit pénal français. On ne voulait surtout pas que les Canadiens français introduisent ce système pourri. On avait des préjugés ethnocentriques en matière de droit pénal. C'est pour ça qu'on a donné le droit criminel fédéral. Hein? Ah oui, oui, mais on a maintenu ça, c'est ça. Mais le point que j'essaie de faire, c'est qu'ultimement, je ne vous dis pas que c'était une division qui est naturelle. C'est-à-dire que ce qui est le soi politique, c'est quelque chose qui se construit par l'action, les interactions, et puis on lui donne un sens. Là. On lui a donné ce sens-là présentement, ça pourrait être une autre chose dans le temps. La Cour parle beaucoup de l'architecture pour l'architecture fonctionnelle. Donc, récemment, il y a une même qu'on n'a pas formellement demandé la Constitution fédérale en ne peut pas évidemment parce que ça porte bien à l'architecture fonctionnelle. Bon, je pense que la Cour dirait que le fédéralisme fait partie de l'architecture fonctionnelle. Mais est-ce que donc les trois principes ici, solidarité, subsidiarité et autonomie, qui n'ont pas été mentionnés récemment dans cette présidence de la Cour, très récemment, est-ce que, à ton avis, pourrait être reconnu comme faisant partie de l'architecture fonctionnelle parmi les éléments clés, ou est-ce que ce sont d'après ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, plutôt des sous-éléments d'un élément structurant qui serait fédéraliste? C'est ça, ou est-ce qu'en réalité, on pourrait monter au premier degré? Ouais. Voilà, je vous dirais peut-être que c'est mon biais civiliste qui essaie plutôt que de faire une liste un peu de tous les principes possibles, j'essaie de les organiser de manière intelligible, donc une certaine structure. À mon avis, ce sont des principes qui sous-tendent le principe général de fédéralisme. Maintenant, quand on parle de subsidiarité, la Cour suprême, lorsqu'elle y fait référence comme un principe autonome, elle n'en parle pas comme étant découlant du principe de fédéralisme. Mais à mon avis, je pense que c'est une... Si on tente d'en arriver graduellement à un portrait des principes qui sous-tendent ou de l'architecture générale, ce n'est pas inutile d'essayer de voir chacun des principes qu'on évoque, à quel principe plus large il se rattache. Donc, c'est dans ce sens-là que je les ai présentés. Le principe de solidarité, on ne l'a jamais nommé, j'en conviens. Le principe de subsidiarité, on l'a nommé, mais on ne l'a pas dit automatiquement. Le principe d'autonomie, ben, on rappelle que les provinces ne sont pas des délégués du centre, qu'il s'agit de pouvoir coordonner, et ainsi de suite. Je pense que le terme autonomie encapsulait cette idée-là qui se trouve sous le principe de fédéralisme. Il y a un peu un aspect de présentation, là. Est-ce que ça aura un impact sur le plan constitutionnel? Ce n'est pas parce que c'est un sous-principe que c'est une règle qui, à mon avis, est moins forte sur le plan constitutionnel. Sous-principe, c'est uniquement sur le plan conceptuel, mais pas sur le plan
de la hiérarchie des normes. Ce n'est pas dans ce sens-là que je l'entends. Oui, Jennifer? Merci beaucoup, c'était très intéressant. Je ne suis pas une constitutionnaliste, alors je pose une question plutôt simple, mais m'intrigue. Alors, cette notion, elle est séduisante, l'idée de fédéralisme coopératif, sauf que il me semble que le Parti populaire de bonne foi, il va vouloir faire fonctionner la chose, et c'est essentiel. Ce que, en mentionnant la référence sur la Cour suprême, j'ai été frappée, parce que vous dites, voilà un exemple où la Cour est intervenue, on pourrait lire cet arrêt-là comme créant une sorte de sanction pour le dépôt de la part du fédéral, de vouloir jouer selon les normes de cette idée de coopération. Mais la sanction, en quelque sorte, ça va nuire à une coopération ultérieure, parce qu'en quelque sorte, en obligeant la Cour à expliciter un certain nombre de normes qui étaient plutôt compris, puis on essayait de fonctionner à l'intérieur de quelque chose de plus flexible, là, on a un peu moins de marge, finalement. Alors, c'est un peu paradoxal, en quelque sorte. La Cour, dans la mesure, elle doit intervenir pour dire, voilà, vous ne pouvez pas, avec l'esprit nécessaire, mais la sanction serait encore, en quelque sorte, de rétrécir la fenêtre de possibilités, si je peux dire ça. Et donc, est-ce que plus il y a un palier qui ne veut pas jouer, et plus il se bat, en fait, plus il va gagner parce qu'il va rendre la place à la coopération plus restreinte. Okay. En fait, merci pour cette question-là. Ça correspond essentiellement à l'argument que j'ai défendu. Je vais faire la publicité gratuite, là. Dans un article sur l'affaire Nadon. Et c'était essentiellement ça ma thèse. C'est-à-dire que lorsqu'un joueur... Je disais que c'était, à mon avis, un manque de diligence de la part du gouvernement fédéral que de pousser la question à inclure la question constitutionnelle. On aurait dû s'en tenir à la question statutaire. Si on perd, on perd, mais ne pas poser la question constitutionnelle parce que là, ensuite, on va être pris à vivre avec les conséquences de la décision sur la question constitutionnelle. Et ça peut venir limiter ensuite l'espace de jeu des partis. Dans ce cas-là, le gouvernement fédéral a perdu sur le fond et il a limité ses capacités d'agir dans le futur aussi. Est-ce que c'est ma thèse selon laquelle, lorsque les joueurs ne coopèrent pas suffisamment, la Cour a tendance à cristalliser une partie de l'espace de jeu pour protéger une des parties qui est plus vulnérable dans la circonstance ou qui a été victime, entre guillemets, ou qui n'a pas été respectée dans le jeu de la coopération. Donc, les acteurs qui ne coopèrent pas, leur risque, c'est de perdre sur le fond sur cette question-là et de limiter par la suite l'espace possible d'interaction. Est-ce que la Cour peut faire autrement pour favoriser la coopération? Je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est quand même intéressant de remarquer qu'en 81, on comptait sur un ethos fédéral. On disait, et c'est un peu comme Thomas Frank, dans une étude assez importante sur l'échec du fédéralisme en Afrique, disait ça n'a pas fonctionné parce qu'il n'y a pas l'ethos ou une culture fédérale forte qui permettait de le justifier. En 80, on dit, bien, l'État, c'est là, on ne l'appuie pas par une exigence constitutionnelle. Là, il y a une transformation pour dire, non seulement on veut que pour que la fédération fonctionne, il faut qu'il y ait cet ethos-là, mais on va même l'imposer jusqu'à un certain point en le transformant en une obligation qui lie les partis. Quand on dit que le principe de fédéralisme est enchâssé, ce n'est plus simplement qu'on espère que les acteurs vont jouer selon le principe, c'est qu'on dit que vous avez l'obligation de jouer selon ces principes-là. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Ça, c'est une autre question. Ça soulève les possibilités de litige, ça soulève les possibilités. Ça, c'est un autre élément. Est-ce que c'est la meilleure façon de favoriser un ethos? Ça, c'est une autre question, tout à fait, là aussi. Le premier ministre rend compte au niveau d'une province seulement la vie d'une législature.
ait une rencontre dans le monde validé. J'ai peut-être. Voilà, la dernière question, Jocelyn, vas-y. Ce qui me frappe là, dans cette crise, c'est que j'essaie de construire une théorie du fédéralisme sur des principes de la philosophie libérale qui partent de l'individu, donc de la proximité des centres de décision à l'individu, de l'idée de protection sur les individus, ensuite des unités de taille de plus en plus grande contre les externalités négatives. Est-ce que c'est pas là justement une façon, moderne, postmoderne, de concevoir le politique par opposition à une conception qui est vraiment axée sur la souveraineté du haut de la pyramide et qui, après ça, la centralisatrice, le fédéralisme canadien, puis c'est pas le fédéralisme à partir de la base. Je ne suis pas certain que je mettrais l'accent sur l'idée libérale de l'individu parce que la théorie telle que je la présente, elle est conforme à la fois avec cette conception-là, mais elle est conforme aussi avec l'idée que les unités pertinentes, ce seraient les communautés politiques. Et ce que je dis à la base, c'est que mon postulat, c'est que dans une fédération, si c'est une vraie fédération, c'est qu'il existe des communautés politiques qui se superposent. Donc, pour moi, et c'est pour ça que dans la citation, en tout début de mon texte, je dis, je reprends la Cour suprême qui dit, il y a une communauté politique de la province, il y a une communauté politique canadienne, les deux ont une légitimité qui leur est propre. Et ce que j'essaie de faire, c'est une théorie de la fédération qui prend en compte cette double légitimité-là simultanée. Est-ce que oui. ça s'appliquerait aussi, disons, entre le Québec et les municipalités, entre Montréal et ses arrondissements? Comme cadre conceptuel, je ne vois pas de difficulté. Maintenant, il faudrait ensuite démontrer, parce que il y a un cadre conceptuel que j'ajoute à une pratique existante. Hein, donc, mon cadre conceptuel s'ajoute pour expliquer un ensemble de règles, de jurisprudence et de décisions qui vont dans ce sens-là. Je pense qu'à ce moment-ci, là, je ne suis pas assez connaissant dans le domaine du droit municipal, mais l'argument se ferait difficilement actuellement. C'est ça, il n'y a pas cet élément. Maintenant, est-ce que ça pourrait vous valoir la peine? Ça, c'est une autre question qui... Pour mettre fin à Oui. la discussion, mais on peut poursuivre, évidemment. Merci beaucoup pour ces propos éclairants, tant sur le plan des principes que de la nature de détails comme les tournevis. Ça me fait plaisir. Alors, merci à Hugo, merci à vous.